Une canne dorée, plantée seule au milieu d'un champ de coton blanc, fut tout ce qu'il resta de lui. Thomas Malory, un homme possédant 1000 acres et une centaine d'âmes, était parti dans le crépuscule et n'était jamais revenu. Sa femme le croyait mort. Le contremaître cria au meurtre. Mais les ouvriers des champs murmuraient une autre histoire. Celle de deux ombres, grandes et silencieuses, avançant ensemble vers un horizon que nul autre ne pouvait voir. On disait que l'une était le maître, l'autre son esclave. Mais cette nuit-là, au milieu des rangées infinies de coton, les frontières se brouillèrent, et ils devinrent tout autre chose. Avant de continuer, veuillez appuyer sur le bouton d'abonnement pour égayer ma journée et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. L'air sur la grande véranda de Belle Rêve était lourd et doux comme un poison mielé. C'était la fin d'un après-midi d'automne de 1845, et le parfum des dernières magnolias se mêlait à l'humidité oppressante qui s'accrochait au paysage du Mississippi tel un linceul. Depuis sa chaise en osier, Eleanor Malory observait son mari. Thomas se tenait au bord du perron, sa silhouette puissante découpée sur le ciel meurtri de pourpre et d'orange du soleil couchant. Comme toujours, il portait un linge impeccable, figure austère de richesse et d'autorité. Pourtant, une profonde lassitude marquait les lignes de son visage et voilait son regard. Ses gestes étaient précis, presque rituels, tandis qu'il se préparait pour la promenade quotidienne, son unique réconfort. Il consulta la montre de son gilet, ajusta sa veste et prit la canne à pommeau doré appuyée contre la balustrade. Le soleil couchant fit étinceler le métal poli, lui donnant une lueur presque vivante. Eleanor sentit un nœud familier se resserrer dans sa poitrine. La distance entre eux s'était changée, en quelques mois, d'une simple fissure en un gouffre silencieux qu'elle ne savait plus comment franchir. Le grincement de sa chaise, lorsqu'elle se déplaça, fut le seul son à troubler le silence épais. « Serez-vous long, mon cher » demanda-t-elle d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. Une tempête se lève à l'ouest. Thomas ne se retourna pas. Son regard restait fixé sur la mer blanche de coton, un royaume qu'il possédait mais semblait mépriser. « Le coton a besoin qu'on le parcourt » répondit-il d'une voix distante, creusée par le vide. Cela apaise l'esprit. Il prononçait ces mots comme une prière répétée 1000 fois, vidée de son sens, mais à laquelle il s'accrochait. C'était une compulsion qu'elle ne comprenait pas, un pèlerinage qu'il accomplissait chaque soir, au cœur de sa propre prison dorée. Elle le regarda descendre les marches, le bruit sec de sa canne frappant la pierre rythmait sa solitude. Un pressentiment glacé la traversa, aussi inévitable que l'orage qui approchait. Lorsque Thomas atteignit le bord du grand champ de coton, la cloche retentit, ses lourdes vibrations annonçant la fin de la journée de travail. Des silhouettes émergèrent d'entre les rangées, les épaules voûtées, les gestes lents et épuisés. Elias Thorne, le contremaître, se tenait près du chemin, les bras croisés sur sa poitrine massive. Homme cruel et ambitieux, le rictus gravé à jamais sur son visage, il observait Thomas s'approcher avec un mélange de rancune et de défi. Son autorité régnait sur les champs, mais c'était un pouvoir emprunté, et la présence du maître semblait toujours l'effacer un peu plus. Thomas lui adressa un bref signe de tête, sec et distant, son attention déjà ailleurs. Son regard se posa un instant sur Daniel Carter, un esclave d'une trentaine d'années, grand, solidement bâti. Mais c'était la dignité tranquille de sa posture et l'intelligence vive de ses yeux qui irritaient le plus Thorne. Lorsque les yeux de Thomas croisèrent ceux de Daniel, ce dernier soutint le regard une seconde, pleine de tension. Ce n'était pas celui d'un esclave envers son maître, il n'y avait ni peur ni soumission. C'était une lueur de compréhension profonde, un accord silencieux qui passa entre eux comme un courant secret. Puis, aussi vite, Daniel baissa la tête, ramenant son attention sur le panier de coton à ses pieds. L'échange, aussi bref fut-il, n'échappa pas à Thorne. Il cracha un jet de tabac brun sur la terre, tout près des pieds nus de Daniel. Le maître aime ses promenades, murmura-t-il à un ouvrier voisin d'un ton venimeux. Et il aime aussi ses bêtes de compagnie. Le commentaire tomba comme une pierre dans l'eau calme, nourrissant la graine de jalousie et de haine depuis longtemps enracinée dans le cœur noir du contremaître. Thomas, indifférent ou inconscient du venin de Thorne, quitta le sentier et entra dans la première rangée de coton, commençant son voyage solitaire vers le crépuscule. Le monde se transforma aussitôt. L'étendue ouverte de la plantation disparut, remplacée par un couloir bruissant et chuchotant de feuilles vertes et de capsules blanches. Les plants de coton étaient hauts à cette saison, dépassant largement la tête d'un homme et créant un effet de labyrinthe désorientant. Le seul son était le frottement doux du coton contre ses vêtements et le tapotement régulier de sa canne sur la terre humide. Le soleil couchant, désormais bas sur l'horizon, perçait à travers le feuillage dense en faisceaux aigus,
projetant de longues ombres distordues qui dansaient et se tordaient telles des figures spectrales. À chaque pas, Thomas sentait le poids étouffant de sa vie se refermer sur lui. Il voyait Belrêve non comme le symbole de prospérité et d'héritage voulu par son père, mais comme une prison bâtie de traditions suffocantes, de conversations polies et vides dans des salons étouffants, et surtout, du péché profond et impardonnable de la souffrance humaine. Ses pensées, qui n'avaient été qu'un tumulte pendant des mois, se concentrèrent soudain en un point unique et précis, une résolution. Il se souvint d'une promesse faite dans la nuit, d'une dette de l'âme qu'il était enfin prêt à payer. Son esprit n'était plus rempli de registres et de rendements, mais de cartes, de constellations, et de l'air froid et limpide du Nord. Il savait, avec une certitude glaciale, que ce n'était pas une simple promenade. C'était un départ. Il s'éloignait de l'homme qu'il avait été, de la vie qu'il avait héritée, de la cage dorée qui avait lentement broyé son esprit. Le ciel, visible seulement dans une étroite bande au-dessus des plans, saignait d'un orange ardent vers un violet meurtri. L'air devint immobile, lourd, chargé de l'électricité de la tempête qui approchait. Le monde semblait retenir son souffle, et dans l'obscurité grandissante, Thomas Malory marchait, animé d'un sentiment de finitude. Son but, clair et dur comme l'or de sa canne. Les heures passèrent. Le violet du ciel s'était mué en un noir absolu, sans étoiles. La tempête, jusque-là lointaine, éclata soudain avec la fureur d'une canonnade. Un éclair illumina la grande maison, et dans le même instant, un coup de tonnerre assourdissant fit trembler les vitres. La pluie tomba, non en gouttes, mais en nappes épaisses et violentes. Sur la véranda, Éléanore allait et venait, l'élégance effacée par une inquiétude brute et frénétique. Elle tordait ses mains, le regard fixé sur le mur impénétrable de ténèbres où commençaient les champs. Il aurait dû revenir depuis longtemps. Il connaissait les signes du temps. Il se serait abrité. Trouvez-le, cria-t-elle, sa voix se perdant dans le vacarme du vent et de la pluie, tandis qu'Elias Thorne et quelques domestiques s'étaient rassemblés sur le perron. Il a dû se réfugier quelque part dans les champs. L'expression de Thorne était un masque de sombre satisfaction. Il est là-bas, dit-il, sa voix dominant facilement la tempête. Ou du moins, ce qu'il en reste. Il marqua une pause, laissant planer l'allusion cruelle avant d'ajouter le coup de grâce. Et ce garçon, Daniel, disparut lui aussi. Parti juste après la cloche. Il n'est pas venu pour la ration du soir. Une équipe de recherche fut rapidement formée. Les hommes saisirent des lanternes, dont les flammes vacillaient follement dans le vent, projetant des cercles tremblants de lumière impuissante contre l'obscurité écrasante. Ils s'aventurèrent dans les champs, leurs appels, Maître Thomas. Avalés par le tonnerre. Les lanternes ressemblaient à des lucioles, minuscules et désespérées dans l'immensité battue par la tempête. La pluie était un déluge, transformant la terre fertile en une boue épaisse et gluante, effaçant toute trace, tout signe possible de ce qui s'était passé. La recherche fut chaotique, désespérée et, finalement, complètement vaine. Ils appelèrent encore et encore son nom, mais seul le tonnerre répondit. La tempête passa aussi brusquement qu'elle était venue, laissant derrière elle un monde lavé, silencieux, presque spectral. L'aube se leva sur le ciel du Mississippi, une aquarelle fragile de rose et de gris, projetant une lumière froide et indifférente sur les champs détrempés de Belrêve. Le groupe de recherche, une troupe exténuée d'ouvriers et de domestiques, se rassembla au bord des plantations. Leurs vêtements étaient couverts de boue, leurs visages marqués par la fatigue et une peur persistante. Menés par Elias Thorne, dont la frustration s'était muée en une sorte de fureur justicière, ils s'éparpillèrent à nouveau dans le labyrinthe des rangées de coton. L'air, débarrassé de son humidité oppressante, était maintenant frais, imprégné d'odeurs de terre mouillée et de verdure écrasée. L'eau goûtait de chaque feuille et de chaque capsule, une percussion constante et douce dans le silence profond. La recherche n'avait plus le même élan, l'espoir frénétique de la nuit avait laissé place à un devoir sombre et méthodique. Ils ne cherchaient plus un homme, mais un corps. Ils avançaient lentement, leurs bottes aspirées par la boue, les yeux scrutant le sol à la recherche du moindre signe, un morceau de tissu, une pierre déplacée, quelque chose qui rompt l'uniformité folle du paysage. Ce fut un jeune ouvrier nommé Samuel qui le vit le premier. Il s'était arrêté pour essuyer la sueur et la boue de son front, son regard glissant distraitement sur la rangée devant lui. Puis il se figea. Un éclat de lumière, anormal, venait d'attirer son œil. Un éclat d'or là où il ne devait y avoir que la terre sombre et le coton blanc. Il plissa les yeux, fit un pas hésitant en avant. Là, au centre précis de la rangée, se tenait la canne de Thomas Malory.
Parfaitement droite, enfoncée de quelques centimètres dans la terre détrempée, comme si une main calme et déterminée l'Y avait plantée. La rosée du matin perlait sur son manche en acajou poli, et la tête dorée, façonnée en serpent enroulé, semblait les observer de ses yeux métalliques immobiles. Samuel poussa un cri étranglé, vite englouti par l'immensité du champ. Les autres accoururent, leur palourde se changeant en une course maladroite et pressée. Ils formèrent un cercle silencieux autour de la canne, retenant collectivement leur souffle. Le sol autour d'eux n'était qu'un amas de boue et de feuilles écrasées par la tempête, mais il n'y avait aucun signe de lutte, ni trace, ni sang. C'était cette quiétude qui glaçait le plus, rien de violent, rien de désordonné. Tout semblait délibéré. Comme un marqueur. Un monument. Thorne se fraya un passage jusqu'à l'avant, les yeux plissés, la mâchoire crispée. Il fixa la canne. Pour lui, c'était un message. Un dernier geste arrogant. Et dans son esprit, l'auteur était évident. Le silence pesant qui s'était abattu sur les hommes fut rompu par sa voix rauque et dure. Il était ici, déclara Thorne, pointant la canne de son doigt épais. C'est ici que ce démon de Daniel l'a abattu. Le shérif Brody arriva à Belle Rêve avant midi, sa calèche projetant la boue sur l'allée principale. C'était un homme pratique, usé par la vie, la cinquantaine passée, le visage buriné par le soleil et les yeux fatigués d'avoir trop vu de la folie des hommes. Il trouva Eleanor Mallory dans le grand salon, désormais vide et froid. Elle était pâle, les yeux cernés de noir, mais gardait une raideur aristocratique. Vêtue de noir, elle ressemblait moins à une veuve éplorée qu'à une reine contemplant la ruine de son royaume. Elias Thorne était là aussi, arpentant nerveusement la pièce devant la cheminée éteinte, ses bottes salissant le tapis. Il brûlait d'envie de raconter sa version des faits, son empressement dégageant une odeur de fiel. À peine le shérif eut-il présenté ses condoléances que Thorne se lança. « C'est clair comme le jour, shérif, commença-t-il d'une voix gonflée d'importance. L'esclave Daniel, il était insolent, se croyait supérieur à sa condition. Le maître Mallory était trop indulgent, le traitait presque en égal. Daniel a profité de la tempête. Il savait que le maître portait toujours une bourse pour ses dépenses. Il l'a tué pour les quelques pièces qu'il avait sur lui, a caché le corps là où personne ne le retrouvera jamais, puis s'est enfui. Il doit être à mi-chemin de la rivière à présent, cherchant un bateau pour remonter vers le nord. Le shérif Brody écouta patiemment, son regard ne quittant jamais le visage de Thorne, bien qu'il jetât de temps à autre un coup d'œil vers Eleanor, observant ses réactions. Lorsque le contremaître eut enfin terminé, haletant de sa propre certitude, le shérif resta un long moment silencieux avant de parler. Il tourna toute son attention vers Eleanor, sa voix calme et méthodique. « Madame, dit-il doucement, votre mari avait-il des ennemis? Des affaires qui auraient mal tourné? Quelqu'un à Natchez qui aurait pu lui vouloir du mal ?» Eleanor soutint son regard, ses yeux clairs et stables, bien qu'il lui fallût un immense effort pour les garder ainsi. « Mon mari était respecté, shérif, répondit-elle d'une voix basse et maîtrisée. Il était un pilier de cette communauté. Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec un soin infini, plantant une graine de doute qu'elle espérait voir germer. Il était mélancolique ces derniers temps, distant. Il portait un grand fardeau sur ses épaules, le poids de cette entreprise. Elle fit un geste vague, englobant la maison, les champs, tout l'univers de Belle Rêve. Ce n'était pas un homme à se faire des ennemis, mais c'était un homme perdu dans ses pensées. Deux récits flottaient désormais dans le somptueux salon, opposés et irréconciliables. Celui de Thorne, simple et brutal, un meurtre et une fuite. Une explication qui convenait à la logique sombre de leur monde. Et celui d'Eleanor, plus complexe, plus troublant, le portrait d'un mari en proie à une dépression mystérieuse, un homme qui n'avait peut-être pas été enlevé, mais s'était simplement égaré. Pour l'instant, le shérif Brody demeurait prudemment neutre, son expression impénétrable. Il prit des notes dans un petit carnet de cuir, le grattement méthodique de sa plume étant le seul bruit dans la pièce. L'enquête officielle venait de commencer, mais Eleanor savait, avec une certitude qui lui glaçait le sang, que la vérité ne se trouverait ni dans les chamboues ni dans les notes méticuleuses du shérif. Ce soir-là, une autre forme d'enquête se déroulait dans les quartiers des esclaves. L'air, d'ordinaire rempli du murmure des conversations et des bruits des corvées du soir, était chargé d'un silence tendu et craintif. Thorne et ses conducteurs les plus fidèles avaient passé l'après-midi à interroger tout le monde, leurs méthodes brutales, leurs questions acérées. Chaque personne était un complice potentiel, chaque regard baissé, un signe de culpabilité. La communauté, déjà unie par la souffrance,
pliait désormais sous le poids de la suspicion. Dans l'une des petites cabanes étroites, Sarah, une femme âgée dont le visage était une carte de la douleur et de la résilience, était assise avec un jeune ouvrier des champs nommé Joseph. Sarah avait été comme une mère pour Daniel, elle le connaissait depuis qu'il était enfant, et son cœur saignait d'un chagrin qu'elle n'osait montrer. Une seule bougie projetait sur les murs rugueux de monstrueuses ombres vacillantes. « Ils ne le retrouveront pas », murmura Joseph, sa voix à peine audible par-dessus le chant des grillons dehors. Ni le maître Thomas, ni Daniel. Sarah posa une main apaisante sur son bras, son geste ferme. « Tais-toi, garçon », souffla-t-elle, les yeux tournés vers la mince porte de planche. Les murs ont des oreilles, et celles de Thorne sont les plus longues de toute la plantation. Joseph se pencha plus près, son jeune visage illuminé d'un mélange de peur et de stupeur. « Mais je les ai vus, Sarah. Je le jure. » Il avait fait partie de l'équipe de recherche, mais était resté à la lisière des bois après que Thorne les eut rappelés, espérant trouver un signe que les autres auraient manqué. Quand les chercheurs ont abandonné, alors que la pluie tombait encore fort, je les ai vus, dit-il d'une voix tremblante. Deux grandes ombres qui traversaient le champ de coton au nord. Elles ne couraient pas, ne trébuchaient pas. Elles marchaient ensemble, côte à côte. L'une grande comme le maître, l'autre grande comme Daniel. Elles sont simplement parties dans l'obscurité. Sarah le fixa, ses yeux sombres sont dans les siens. Elle n'y vit aucun mensonge, seulement le choc profond d'un garçon qui avait vu quelque chose d'inexplicable. Une légende était en train de naître dans cette cabane enfumée. Une histoire qui se chuchoterait de bouche en bouche au cœur de la nuit. Un secret gardé comme une braise cachée, chaude et dangereuse. C'était l'histoire de deux ombres, un récit qui n'apportait pas de réponse, mais une autre sorte de question, porteuse d'un mince éclat d'espoir impossible. Eleanor ne pouvait pas dormir. L'explication grossière de Thorne résonnait dans son esprit, si simple, si commode, et pourtant si fausse. Elle connaissait son mari. Elle savait que sa mélancolie n'était pas le prélude à un acte de violence absurde. C'était quelque chose de plus profond, de plus lourd. Et elle connaissait Daniel. Elle avait vu dans ses yeux une intelligence calme, une dignité qu'aucune brutalité, si cruelle fût-elle, n'avait pu éteindre. Il n'était pas un meurtrier. Incapable de supporter l'immobilité étouffante de sa chambre, Eleanor se leva, enfila une robe de soie par-dessus sa chemise de nuit et traversa la maison endormie pour gagner le cabinet privé de Thomas. Cette pièce était son sanctuaire, le cœur de son pouvoir. L'air y était imprégné de cuir ancien, de tabac et de papier. À la lueur d'une seule lampe à huile, elle examina son univers. Le vaste bureau de chêne était impeccablement ordonné, registres empilés, actes classés, lettres répondues. Au mur, des cartes de la plantation, les carrés réguliers des terres cultivées témoignaient de la richesse de sa famille. C'était le domaine d'un propriétaire terrien, la machinerie de son royaume. Elle passa la main sur le bureau, sur les reliures de ses livres, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait expliquer l'homme qui avait marché dans la tempête pour ne jamais revenir. Ses doigts glissèrent le long des rangées d'ouvrages, titres sur l'agriculture, l'ingénierie, le droit. C'était la bibliothèque d'un homme pratique et puissant. Mais, sur une étagère plus basse, dissimulée derrière un épais volume sur la rotation des cultures, son regard tomba sur une série de livres qui n'avaient pas leur place là. Ils étaient plus petits, aux reliures simples et usées. Elle en sortit un recueil de poèmes de Keats. À côté, un volume de philosophie de Rousseau. Sa confusion grandit. Thomas n'était pas un homme de poésie ni d'idées françaises radicales. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle fouilla derrière la rangée de traités agricoles. Là, dissimulée dans l'ombre de la bibliothèque, se trouvait une petite pile de brochures. Elle les tira à la lumière. Les titres semblèrent bondir devant ses yeux, se gravant dans son esprit. On appeal to the colored citizens of the world. American Slavery Itis. Testimony of a Thousand Witness. C'étaient des tracts abolitionnistes, enflammés, radicaux, et profondément illégaux dans cette région du pays. Eleanor recula, la main sur la bouche, un cri étouffé s'échappant de ses lèvres. La pièce, autrefois symbole du pouvoir familier de son mari, lui parut soudain étrangère, menaçante. L'homme qu'elle croyait connaître, celui qu'elle avait aimé et côtoyé pendant 20 ans, menait une vie secrète, nourrie de pensées et d'idées contraires à tout ce que représentait Belle Rêve. Cette découverte fut une fissure, une brèche dans les fondations de son monde. Et à travers elle, Eleanor aperçut pour la première fois un éclat terrifiant d'une vérité bien plus complexe et dangereuse qu'elle n'aurait pu l'imaginer. La disparition de son mari n'était pas une fin.
C'était le commencement d'un mystère qu'elle devait désormais résoudre seule. Les brochures abolitionnistes lui brûlaient les mains. Portée par le choc de cette découverte, une énergie fébrile la saisit, remplaçant la torpeur de son chagrin des derniers jours. Si Thomas avait caché ses idées interdites, quels autres secrets cette pièce renfermait-elle? Son regard se tourna vers le grand bureau de chêne, son trône, le centre même de sa vie à Belle-Rêve. Elle l'avait toujours vu comme un symbole d'autorité, une forteresse de registres et d'actes. À présent, elle y voyait un coffre. Elle se souvint des innombrables heures qu'il y passait, pas toujours à écrire, souvent simplement assis, le regard fixé sur le mur, ses doigts tambourinant un rythme nerveux sur le bois poli. Il ne gérait pas son domaine, il en préparait la révolte. Ses propres doigts, tremblants, effleurèrent les sculptures délicates qui ornaient les panneaux latéraux du bureau, une vigne de magnolias aux fleurs et feuilles finement ciselées. C'était une œuvre d'art, un témoignage du savoir-faire des artisans et de la richesse qu'il avait commandée. Jusqu'à présent, elle n'y avait vu qu'un ornement. Mais désormais, elle fouillait chaque pétale, chaque feuille, avec une intensité fébrile, le cœur battant à rompre. Son pouce appuya sur le centre d'une fleur particulièrement ouvragée, près de la base. Elle allait passer à une autre quand un léger clic se fit entendre, le bruit discret d'un mécanisme bien huilé. Elle retint son souffle. Une partie du panneau sculpté, pas plus large que sa main, glissa silencieusement vers l'intérieur, révélant un espace sombre, creux, un compartiment secret. Un vertige la saisit, mélange de terreur et de triomphe. Elle était une intruse prête à violer le sanctuaire le plus intime de l'âme de son mari. Et pourtant, elle se sentit pleinement justifiée. C'était son droit. Elle avait le droit de connaître l'homme qu'elle avait épousé. Elle plongea la main dans l'ombre, ses doigts touchèrent un cuir souple et froid. Elle en retira un objet, un journal relié de cuir brun foncé, la couverture polie par l'usage. Il était lourd, lourd du poids de pensées inavouées et d'actes clandestins. L'odeur du cuir ancien et de l'encre séchée monta vers elle, comme un fantôme de la présence de Thomas. C'était cela. La clé. Posant le journal sur la surface brillante du bureau, Eleanor resta un long moment immobile, la lumière de la lampe jetant une lueur chaude sur la couverture sans inscription. L'ouvrir serait la véritable et ultime transgression, un pas dont elle ne pourrait revenir. Mais l'alternative, vivre à jamais dans le doute, avec le récit ignoble de Thorne comme seule épitaphe pour son mari, était insoutenable. Elle inspira profondément et ouvrit le livre à la première page. L'écriture était celle de Thomas, la même main élégante qu'elle reconnaissait dans les notes domestiques et les lettres d'affaires. Pourtant, les mots eux-mêmes étaient ceux d'un étranger. Point l'entrée datée de 2 ans auparavant, bien avant qu'elle n'ait remarqué l'assombrissement de sa mélancolie. Elle commença à lire, et le monde qu'elle connaissait se dissout peu à peu. Une voix grave et résonnante, empreinte d'une douleur qu'elle n'avait jamais perçue dans ses paroles, semblait emplir la pièce silencieuse. J'ai hérité d'un royaume bâti sur des chaînes, commençait l'écriture. Je reçois des gouverneurs et je dîne sur de la porcelaine, tandis que les fondations mêmes de cette maison, de cette vie, reposent sur le dos d'hommes et de femmes dont on m'ordonne d'oublier les noms, comme s'ils n'étaient rien de plus que le bétail dans les champs. C'est une cage dorée, et l'or commence à me paraître du plomb empoisonnant mon âme. Je suffoque sous le péché de mon héritage. La main d'Eleanor se porta à sa bouche, un souffle muet lui échappant. Le grand poids dont elle avait parlé au shérif n'était pas celui des affaires, mais celui, écrasant, de la conscience de son mari. Elle continua à lire, dévorant les mots des yeux. Aujourd'hui, j'ai longuement parlé avec Daniel, non comme maître à esclave fiction que je ne peux plus supporter mais comme un homme à un autre. Il réparait une clôture près du bosquet de cyprès, et je me suis arrêté. Nous n'avons pas parlé de son travail ni du temps. Il m'a demandé des étoiles, non pas les contes absurdes que nous racontons ours et chasseurs mais leur vrai nom, ceux que les marins utilisent pour naviguer sur les vastes océans déserts. J'ai découvert en lui un esprit plus vif, une curiosité plus profonde que tout ce que j'ai rencontré dans les salons étouffants de Natchez. Garder un tel esprit enchaîné est un crime contre Dieu et la nature. Eleanor s'enfonça dans le fauteuil de cuir de son mari, le journal serré entre ses mains. L'homme qu'elle avait pleuré n'était qu'un fantôme, une construction de richesse et de tradition. Le véritable Thomas Malory, celui qui vivait dans ses pages cachées, lui était un étranger. Son chagrin pour l'homme qu'elle croyait avoir perdu se transforma lentement en une admiration douloureuse et bouleversante pour celui qu'elle n'avait jamais eu la chance de connaître. Les nuits suivantes, le bureau devint le sanctuaire d'Eleanor dans sa tourmente. Le sommeil ne lui offrait aucun répit, alors elle veillait, seule, plongée dans le silence et l'obscurité de la maison, dévorant la vie secrète de son mari. Les entrées du journal, d'abord éparses,
devinrent de plus en plus fréquentes et urgentes, retraçant l'évolution étonnante d'une amitié interdite. Elle lut comment Thomas, sous le couvert de la nuit, avait commencé à enseigner à Daniel à lire et à écrire. Leur salle de classe était un coin isolé de la grange, leurs outils un morceau de charbon et une ardoise cassée, leurs textes, les pamphlets abolitionnistes qu'elle avait découverts. Une entrée datant d'il y a 18 mois décrivait la scène. Daniel apprend avec une rapidité féroce, écrivait Thomas, son écriture vibrante d'une énergie nouvelle. Il dévore les livres comme un homme affamé dévore le pain. Nous avons dépassé l'alphabet. Nous lisons Rousseau et Locke, et il débat avec une clarté et une passion qui feraient honte aux érudits de Harvard. Il n'apprend pas seulement les mots, il retrouve une part de son âme. Au fil des pages, le récit s'approfondissait. Les entrées de Thomas devinrent le réceptacle de l'histoire de Daniel, qu'il semblait avoir juré de préserver. Éléanore découvrit l'existence de la femme de Daniel, Rose, et de leur jeune fils, Marcus, qui n'était pas mort, comme on le croyait, mais avait été vendu à une plantation de sucre en Louisiane, 5 ans plus tôt. La vente, effectuée pour régler les dettes de l'ancien propriétaire, n'était qu'une transaction de vies humaines, notée avec une froide indifférence dans un registre qu'elle pouvait sans doute retrouver dans cette même pièce. Il parle de sa femme et de son fils avec une résolution d'acier, disait une autre entrée. Il ne pleure pas, car je crois qu'il n'a plus de larmes. Il énonce simplement leurs noms, Rose et Marcus, comme si ces mots étaient un serment. Ce soir, il m'a dit, d'une voix basse et calme comme le fleuve, qu'il ne mourra pas esclave. Et moi, son maître, je découvre que je ne peux plus être son geôlier. Un plan se forme dans mon esprit, fou, désespéré, mais juste. Posséder un homme est un péché, mais ne rien faire pour le libérer en est peut-être un plus grand encore. Les dernières pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. Éléanore se rappela la décision soudaine de Thomas, l'année précédente, de vendre plusieurs petites parcelles éloignées à l'ouest. Il lui avait expliqué au grand désarroi d'Elias Thorne que la terre y était pauvre et ne valait pas la peine d'être cultivée. Thorne l'avait traité de fou. Maintenant, Éléanore comprenait. Il avait systématiquement liquidé ses biens, amassant une réserve cachée d'argent, une caisse de guerre pour le plan juste qu'il formait avec Daniel. Le mobile n'était pas le meurtre. C'était une évasion collaborative, minutieusement planifiée. Les dernières entrées du journal avaient été écrites la semaine précédant sa disparition. Le ton était différent, l'écriture élégante plus serrée, plus urgente. Les réflexions philosophiques avaient disparu, remplacées par les détails pratiques et précis de leur conspiration. L'évasion était prévue pour la nuit de la première tempête d'automne, complice naturel qui effacerait leurs traces et sèmerait le chaos, fournissant la couverture parfaite pour 2 hommes voulant disparaître de la surface de la Terre. Et la canne, le bel objet orné symbole du statut de Thomas, n'était pas seulement un bâton de marche. Elle constituait la pièce maîtresse de toute l'opération. Les mains d'Éléanore tremblaient alors qu'elle lisait la dernière entrée complète, écrite l'après-midi même de sa disparition. La canne sera le signal, écrivait Thomas, sa voix résonnant désormais claire et résolue dans l'esprit d'Éléanore. Je la laisserai au point de rendez-vous dans le champ du Nord, l'endroit où Joseph a vu les 2 ombres. Elle dira à Daniel que j'ai réussi à m'éloigner sain et sauf, et que la première partie des fonds l'attend là, enterrée dans une pochette en cuir huilé. De là, nous voyagerons non plus comme maître et esclave, mais comme partenaires dans une entreprise commune pour la liberté. D'abord la sienne, puis la mienne. Il ira au sud, en Louisiane, retrouver Rose et Marcus. L'argent servira à leur passage ou, si nécessaire, à leur achat. Je me rendrai au nord, à Philadelphie, où j'ai pris contact avec la société. Je l'Y attendrai pour fournir le reste des fonds nécessaires à la liberté de sa famille, si elle peut s'acheter. Sinon, nous financerons leur passage au Canada, dans un lieu où ils pourront vivre en famille, sous leur propre nom et dans leur propre maison. La canne, symbole de ma richesse imméritée et de mon pouvoir oppressif, sera la clé pour tout annuler. C'est la seule justice que je puisse offrir. Éléanore referma le journal. Le silence dans la pièce était absolu. Des larmes coulaient sur son visage, chaudes et silencieuses. Ce n'étaient pas des larmes de deuil pour un mari perdu, mais des larmes de fierté pour l'homme qu'il avait choisi de devenir. Il n'était pas mort. C'était un révolutionnaire. Il avait sacrifié son nom, sa maison, toute son existence pour un principe, pour une seule famille. Et elle, Éléanore Mallory, maîtresse de belles rêves, était désormais la seule détentrice d'un secret si profond et dangereux qu'il pouvait tous les tuer. Son monde n'était pas seulement fissuré, il était brisé, remplacé par une nouvelle réalité, terrifiante. Elle n'était plus seulement une épouse,
elle était complice. Les pages du journal devinrent un portail. En lisant, l'encre se dissolvait et le bureau autour d'elle s'effaçait, remplacé par des scènes prenant vie, nées de l'écriture élégante et tourmentée de son mari. Elle n'était plus dans le présent, mais dérivait dans le passé, témoin silencieuse de la naissance d'une rébellion. Tout commença dans une grange isolée, un an avant la disparition. L'air était chargé de l'odeur du foin sec, de la sueur des chevaux et du sol humide. Une seule lanterne pendait à un clou rouillé, projetant de gigantesques ombres dansantes qui transformaient l'espace familier en cathédrale de secrets. Thomas se tenait à côté d'un tas de harnais poussiéreux, un morceau de charbon dans une main, un fragment d'ardoise cassé dans l'autre. En face de lui, Daniel se tenait les bras croisés, sa carrure puissante tendue, son visage masque d'une suspicion profonde et prudente. Il avait été convoqué ici lors d'une nuit sans lune, sans explication, un acte pouvant signifier tout et rien, d'une tâche secrète à une exécution sommaire. Thomas posa l'ardoise sur un tonneau renversé. Un homme n'est pas libre si son esprit reste en cage, dit-il, sa voix basse et posée, mais vibrante d'une intensité qui faisait trembler l'air. Il fit glisser le charbon sur la surface du tonneau. Voici la clé. La veux-tu? Daniel ne bougea pas longtemps. Ses yeux, vifs et intelligents, scrutaient le visage de Thomas à la recherche d'un piège, d'une ruse. Il n'en vit aucun. Il ne vit que la sincérité désespérée, le regard d'un homme aussi prisonnier que lui. Son regard se posa sur le morceau de charbon, l'outil simple qui détenait le pouvoir de libérer le monde. Sa voix, lorsqu'il parla enfin, était un grondement bas et intense, chargé de la douleur d'une vie entière d'ignorance imposée. « Je veux lire les noms des étoiles dont tu parlais, » dit-il, les mots jaillissant d'un désir refoulé. « Je veux lire l'acte de vente qui a arraché ma femme à ma vie sur un morceau de papier. Je veux lire le mot liberté et en connaître la forme. » Il tendit la main et prit le charbon. Sa grande main calleuse, faite pour cueillir le coton et retourner la terre, tenait le fragile bâton avec une douceur presque révérencieuse. Thomas guida sa main et, à la lumière vacillante et complice de la lanterne, ils tracèrent la première lettre. Le grattement du charbon sur l'ardoise résonnait comme un son minuscule et défiant dans le vaste silence de la nuit du Mississippi. Mais pour les deux hommes dans la grange, il retentissait comme un coup de canon. C'était le premier coup porté au mur de leur prison. Les saisons passèrent. Les leçons secrètes continuèrent, passant de la grange à l'ombre tranquille du bosquet de cyprès, leurs liens se renforçant à chaque mot partagé. 6 mois avant leur disparition, Eleanor les vit près d'un petit ruisseau sinueux, à l'extrémité de la plantation. C'était un endroit où personne ne s'aventurait. Dans son esprit, elle vit Thomas déballer un colis de nourriture, non le maïs grossier et le porc salé des quartiers, mais du pain, du fromage et du jambon fumé provenant de la cuisine principale. Il disposa le tout sur un linge propre entre eux. Ils mangèrent en silence, confortable et apaisant. Le gargouillis du ruisseau faisait contrepoint à l'homme constant des champs. Partager un repas si simple et humain était en soi une rébellion profonde, un démantèlement de la hiérarchie brutale qui gouvernait leur vie. Après le repas, Thomas déroula une carte dessinée à la main, le papier adouci et plié par les manipulations fréquentes. C'était une carte des États du Sud. Daniel se pencha dessus, sa suspicion remplacée depuis longtemps par une intensité concentrée et ardente. Son doigt, épais et fort, suivit le cours sinueux du Mississippi jusqu'au pied de la Louisiane. Ici-bas, dit-il, la voix tendue, ils disent que les plantations de sucre sont un enfer pire que celui-ci. Il travaille un homme jusqu'à la mort en 5 ans. Il n'eut pas besoin de prononcer son nom. Rose. Thomas l'observa, son expression grave. J'ai vendu des terres, dit-il doucement. Les parcelles à l'ouest. Thorne pense que je suis fou, que le sol est mauvais. Il laissa échapper un rire bref, sans joie. Il l'est, mais l'argent est bon. Daniel leva les yeux de la carte, ses yeux croisant ceux de Thomas. La question était nette et directe, l'argent pourquoi? Thomas soutint son regard sans fléchir. Le temps des secrets entre eux était terminé. Pour le passage, dit-il, presque un murmure. Pourtant, les mots frappèrent avec la force d'un coup physique, pour un voyage. À ce moment précis, près du ruisseau tranquille, la dynamique changea irrévocablement. Il ne s'agissait plus d'un maître offrant un cadeau à un esclave. C'était une opération financée. Ils étaient partenaires, stratèges, 2 généraux planifiant une campagne contre un empire, une carte dessinée à la main pour champ de bataille et une petite bourse d'or cachée pour arsenal. L'alliance, forgée en secret, était destinée à éclater au grand jour. 3 mois avant la disparition, la confrontation eut lieu.
Eleanor la visualisait avec précision. La scène, peinte par les mots furieux et concis de Thomas dans le journal. Il était midi, le soleil, un marteau impitoyable dans le ciel. Elias Thorne administrait la discipline. Un jeune garçon, à peine âgé de 12 ans, avait fait tomber un panier de coton, et Thorne frappait son dos avec un fouet en cuir. Les cris fins du garçon se perdaient dans l'immensité indifférente des champs. Les autres travailleurs gardaient la tête baissée, le visage impassible, défense apprise face à l'horreur qu'ils étaient impuissants à arrêter. Mais Daniel était différent. Il laissa tomber son propre panier et marcha calmement vers la scène. Il ne dit mot. Il se plaça simplement entre Thorne et le garçon, tournant son large dos vers le surveillant. Le fouet destiné à l'enfant craqua sur ses épaules, laissant une marque sombre, immédiatement sanglante, sur sa chemise de coton grossier. Daniel ne fléchit pas, ne cria pas. Il resta là, un mur silencieux et immobile de défi. À ce moment, Thomas arriva, montant son étalon, le visage foudroyant. Il descendit avant même que le cheval ne soit complètement arrêté. « Thorne, dit-il. » Sa voix dangereusement calme, une tranquillité promettant une violence bien pire que la brutalité bruyante du surveillant. « Pose le fouet. » Thorne, pris au dépourvu, bafouilla, son visage rougissant par taches. « C'est mon droit. Ce garçon a besoin de discipline, et celui-ci, fit-il en désignant Daniel avec mépris, doit apprendre sa place. » Thomas fit un pas lent en avant, son ombre tombant sur le surveillant et l'homme qu'il protégeait. « Sa place est là où je le dis, » déclara Thomas, sa voix comme des éclats de glace. « Et ta place est d'obéir à mes ordres. Tu ne poseras plus jamais la main sur Daniel ni sur aucune personne de cette plantation sans ma permission expresse. » Compris. Le défi était absolu. Thorne, son autorité publiquement dépouillée, ne pouvait que regarder, les yeux brûlants d'une haine si pure qu'elle en était presque palpable. Il abaissa lentement le fouet, les jointures blanches. La déclaration publique fut un événement sismique. Elle cimenta la haine meurtrière de Thorne, mais solidifia également l'alliance entre Thomas et Daniel aux yeux de chaque esclave témoin. Une ligne venait d'être tracée dans le sol de Belle-Rêve, et chacun savait de quel côté le maître s'était rangé. Le dernier retour en arrière fut le plus douloureux à contempler pour Eleanor, car il marquait la fin de la vie de son mari telle qu'elle la connaissait. C'était l'après-midi de sa disparition, dans la même rangée de coton où la canne serait plus tard retrouvée. L'air était lourd et immobile, le ciel à l'ouest d'un jaune meurtri et menaçant. Thomas et Daniel travaillaient près l'un de l'autre, leurs mouvements lents et délibérés, la tête penchée comme pour inspecter les sillons. À quiconque les observait de loin, ils semblaient simplement maîtres et esclaves discutant de la récolte à venir. Mais leurs paroles basses et urgentes concernaient une toute autre récolte. « La tempête arrivera avant la nuit, » murmura Daniel, ses yeux scrutant l'horizon. « Les signes sont là. L'air semble creux. » Thomas hocha la tête, sans le regarder. « Tout est en place. La première partie de l'argent est enterrée dans une pochette en nuit sous le vieux cyprès foudroyé près de la rivière. Tu sais lequel. » Il fit une pause, prenant un bol et l'examinant avec un intérêt fin. « La canne marquera l'endroit où je laisserai la deuxième partie ici, dans le champ du Nord. Cela suffira pour ton voyage vers le sud, en Louisiane. Suffisamment pour commencer. » La main de Daniel s'immobilisa une fraction de seconde. « Et toi ?» demanda-t-il, la question suspendue dans l'air était précédant la tempête. « Je voyagerai vers le nord, » répondit Thomas, la voix ferme malgré le caractère cataclysmique de ses paroles. « J'ai des contacts à Philadelphie, des gens qui peuvent t'aider, des abolitionnistes. Ils m'attendent. » Il se tourna enfin vers Daniel, le regard direct, empreint d'une promesse solennelle et indéfectible. « Je t'attendrai. Envoie un message par les canaux dont nous avons parlé. Nous les retrouverons, Daniel. » Il prononça les noms comme une prière. « Rose, Marcus, nous rassemblerons votre famille. » C'était le dernier vœu, l'aboutissement de 2 années de planification secrète, de connaissances partagées et de confiance forgée. Les 2 ombres que le garçon Joseph verrait plus tard marcher côte à côte naquirent à ce moment-là, non pas de meurtre ou de fuite, mais d'une promesse. 2 hommes de 2 mondes différents marchant ensemble vers un horizon unique de liberté. La dernière page du journal restait ouverte sur le bureau, mais les yeux d'Eleanor étaient fixés sur la fenêtre de l'étude. Les premiers doigts pâles de l'aube s'étiraient à travers le ciel oriental, illuminant un monde à la fois identique et irrémédiablement différent. La femme qui était entrée dans cette pièce quelques jours plus tôt, fantôme, dérivant dans une mer de chagrin, avait disparu. À sa place se tenait une étrangère,
forgée dans le creuset des mots secrets de son mari. Elle se leva de la chaise en cuir et se dirigea vers le grand miroir à bord doré accroché près de la porte. La femme qui lui renvoyait son reflet était pâle et sans sommeil, la fine soie de sa robe de nuit ne parvenant guère à dissimuler les angles aigus de sa silhouette. Mais ses yeux n'étaient plus les mêmes. La douce brune de tristesse avait été consumée, laissant place à un regard froid, clair et terrifiant de détermination. Les traits d'inquiétude sur son visage ne semblaient plus être une faiblesse, mais la topographie dure d'un champ de bataille. Son mari n'était plus un souvenir à pleurer. Il était une mission à accomplir. Son héritage n'était pas les vastes terres de Belle-Rêve, mais l'acte radical et dangereux de rébellion qu'il avait commis. Elle n'était plus seulement une épouse. Elle était désormais complice. Revenant au bureau, elle saisit le journal relié en cuir. Elle ne le relut pas. Les mots n'étaient plus de l'encre sur le papier, mais gravés dans sa mémoire, un témoignage permanent qu'elle emporterait jusqu'à sa tombe. Elle marcha jusqu'à la grande cheminée où les braises d'un feu faible brillaient encore faiblement. D'une main assurée, elle arracha la première page. Le papier, épais et coûteux, résista un instant avant de céder. Elle tint la page, couverte de l'écriture élégante de Thomas, au-dessus des braises. Le coin bruni, se recourba, puis une petite flamme affamée lécha le côté, consumant les mots. Elle regarda, impassible, alors que la confession sur la cage dorée se transformait en cendre noire et flottante. Page après page, elle nourrissait le feu. L'histoire de la première leçon dans la grange, le repas partagé près du ruisseau, la confrontation avec Thorne, la dernière promesse désespérée dans la rangée de coton. Tout crépita et grésilla, se transformant d'un secret tangible en une colonne de fumée âcre s'élevant par la cheminée. C'était un rituel de destruction et de préservation. Elle effaçait les preuves, mais absorbait leur puissance. À chaque page disparue, sa peur reculait, remplacée par une détermination dure et inflexible comme le granit. Lorsque la dernière page eut disparu et que la couverture elle-même fumait dans le feu, elle recula. Le soleil était désormais levé. Un nouveau jour commençait à Belle-Rêve, et avec lui, une nouvelle maîtresse. Le bureau de la plantation était une petite pièce fonctionnelle attenante à la maison principale, empreinte d'odeur de registre, d'encre et de tabac bon marché. Le régisseur était assis, ses bottes boueuses posées sur le bord du bureau de comptabilité, dans une posture d'autorité insolente. Il criait des ordres à un serviteur de maison nerveux, sa voix débordant d'une autorité arrogante qu'il n'avait pas perdu de temps à s'approprier. Il se croyait régent de Belle-Rêve, maître de facto, jusqu'à ce qu'un cousin éloigné de Thomas puisse être localisé pour prendre la relève. Il n'entendit pas Eleanor entrer. Elle se déplaça avec une nouvelle grâce silencieuse, sa présence abaissant soudain la température de la pièce. « Monsieur Thorne, dit-elle. » Sa voix était calme, mais tranchante comme un rasoir à travers son blabla. Les bottes de Thorne frappèrent le sol avec un bruit sourd-point et elle se retourna, une expression d'agacement sur le visage qui se transforma rapidement en une pitié condescendante. « Madame, dit-il en se levant lentement de sa chaise, vous ne devriez pas vous préoccuper de ces affaires. C'est le travail des hommes. Vous devriez être à la maison en deuil. » Eleanor avança dans la pièce, son regard balayant le désordre et le mépris implicite. Elle s'arrêta de l'autre côté du bureau, posant ses mains à plat sur sa surface, revendiquant l'espace comme le sien. « Je suis en deuil pour l'homme que je croyais être mon mari, monsieur Thorne, répondit-elle, sa voix froide et polie comme la pierre de rivière. Je suis désormais responsable de l'héritage de l'homme qu'il était réellement. À partir de ce moment, tous les ordres concernant le fonctionnement de cette plantation, de la plantation des champs à la répartition des provisions, viendront directement de moi. » Thorne laissa échapper un court rire moqueur. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Mallory, vous ne savez rien de la gestion d'une plantation. C'est une affaire complexe et souvent désagréable. »« J'apprends plus vite que vous ne l'imaginez, » répliqua-t-elle avec assurance. « Par exemple, j'ai examiné les registres de mon mari, ses registres privés. » Elle laissa cette affirmation flotter un instant, observant la confiance de Thorne se vider de son visage. « Je vois qu'il a vendu les parcelles de l'Ouest au cours de l'année passée. Vous l'aviez déconseillé, je crois. Vous le considériez comme un fou pour avoir vendu ce que vous estimiez être une terre pauvre. » La bouche de Thorne s'ouvrit et se referma, mais aucun son ne sortit. Il était totalement pris au dépourvu. « Je m'occuperai désormais de toutes les affaires financières, poursuivit Eleanor, pressant son avantage. Vos tâches seront limitées au champ. Vous superviserez le travail, et rien de plus, et vos méthodes devront changer. » Elle se pencha légèrement, ses yeux verrouillant les siens.
Il n'y aura plus d'usage du fouet. Les rations seront augmentées. La journée de travail se terminera à la deuxième cloche sans exception, quelle que soit la tâche. Vous traiterez les personnes de cette plantation avec un minimum de dignité, ou vous ne serez pas sur cette plantation du tout. La couleur monta dans le cou épais de Thorn, une marée de fureur impuissante. Il se faisait réprimander, son pouvoir arraché par une femme qu'il avait méprisée comme un ornement fragile. Il vit dans ses yeux non pas la veuve accablée de chagrin, mais une autorité nouvelle, inexplicable et redoutable. Il avait perdu le contrôle, et cette réalisation le laissa bafouiller, sa haine envers elle, envers Thomas, et envers le souvenir de Daniel se transformant en un poison qu'il n'avait d'autre choix que d'avaler. Plus tard cette semaine-là, sous prétexte de distribuer des rations supplémentaires en mémoire de la générosité de son défunt mari, Eleanor se rendit au quartier. C'était un acte calculé, son premier geste en tant que nouvelle dirigeante de Belle Rêve, et il servait deux objectifs, démonstration publique du nouvel ordre qu'elle avait dicté à Thorn, et mission privée. L'atmosphère dans les quartiers était encore lourde de la peur instillée par les interrogatoires de Thorn. Les habitants bougeaient la tête baissée, leur conversation tombant à des murmures à son approche. Ils acceptèrent les offrandes de bacon fumé et de farine fraîche avec des remerciements à voix basse, mais leurs yeux restaient méfiants. Eleanor se déplaça à travers le petit groupe de cabanes, le cœur serré devant la pauvreté et la fonctionnalité austère de tout cela. Elle cherchait une personne en particulier. Elle trouva Sarah assise sur les marches de sa cabane, raccommodant une petite chemise. Le visage de la vieille femme était un masque d'endurance stoïque, mais ses yeux portaient une profonde tristesse ancienne. Eleanor écarta le serviteur qui l'accompagnait et s'approcha seule de Sarah. « Sarah, dit-elle doucement. » La femme leva les yeux, son regard direct et pénétrant. Elle ne se leva pas, un acte de défi subtil qu'Eleanor respecta. « Madame, répondit Sarah, la voix rauque mais ferme. Eleanor tendit un petit paquet enveloppé dans un morceau de tissu. Il contenait non seulement des rations, mais aussi un pot de baume cicatrisant et un morceau de tissu de laine fine. « Je voulais que vous ayez ceci, dit Eleanor. » Elle fit une pause, cherchant les mots justes, des mots capables de combler le gouffre impossible entre leurs deux mondes. « Daniel était un homme bon, commença-t-elle à voix basse, pour que seules les oreilles de Sarah entendent. Mon mari le respectait. » Sarah prit le paquet, ses doigts noueux frôlant ceux d'Eleanor. Elle la regarda longuement, un regard scrutateur semblant éplucher les couches de maîtresse et d'esclave, de blanche et de noire, pour voir directement dans son âme. Un éclair de compréhension, profond et douloureux, passa entre elles. Il était plus que bon, madame, dit Sarah, la voix basse et résonnante. Il était mari et père. Son cœur était ailleurs. Elle détourna le regard un instant vers les champs lointains. Et maître Thomas, il avait un bon cœur, mais il était prisonnier d'un monde mauvais. C'était à la fois une absolution et une accusation. À cet instant, Eleanor sut qu'elle n'était pas seule dans son secret. Sarah savait, peut-être pas les détails du plan, mais elle connaissait la vérité sur ces hommes. Un pacte silencieux se forma sur ces marches branlantes, une alliance de deux femmes issues des extrémités opposées d'un système brutal, unies par leur connaissance commune et leur désir de protéger l'héritage des deux ombres qui s'étaient éloignées. Cette nuit-là, tandis qu'elle débarrassait les derniers effets personnels de Thomas dans l'étude, tâche qu'elle avait entreprise pour empêcher quiconque de tomber sur un secret qu'elle aurait pu manquer, elle le trouva. Caché dans le livre de poésie de Keats, un volume dont la présence l'avait autrefois déconcertée, se trouvait une seule feuille de papier pliée. C'était une lettre simplement adressée à Eleanor, écrite de la main de son mari. Son cœur bondit dans sa gorge. Ce n'était pas une entrée de journal destinée à lui-même. C'était pour elle. Avec des doigts tremblants, elle la déplia. C'était une confession, des excuses et une supplication. Son dernier mot s'étendait vers elle à travers le vide. Sa voix, celle qu'elle connaissait désormais grâce au journal, résonnait dans son esprit. Ma très chère Eleanor, commençait la lettre. Si vous lisez ceci, alors notre secret est désormais vôtre à garder. Je prie pour que vous n'ayez jamais à le faire, car cela signifierait que mon courage a failli, et que je n'ai pu détruire ce dernier lien avec vous. Je ne pouvais pas vous demander de partager ce fardeau alors que je le planifiais, le risque était trop grand, et le choix m'appartenait seul. Mais je dois vous faire confiance pour ce qui suivra. J'ai choisi un chemin que je sais que vous ne pouvez pas comprendre. Un chemin qui renonce à mon devoir envers vous et envers notre vie. Pour cela, je suis vraiment désolé. Mais c'est le seul que mon âme me permettait d'emprunter. Sachez que je n'ai pas été arraché à vous de force, mais que je suis parti volontairement vers un objectif que je crois plus grand que moi.
Un petit acte de justice dans un monde rempli d'injustice. Éléanore dut s'arrêter, pressant la lettre contre sa poitrine tandis qu'une vague d'émotions, un mélange complexe d'amour, de chagrin et de fierté, l'envahissait. Elle prit une inspiration et continua à lire. Ne laissez pas Thorn empoisonner cet endroit davantage qu'il ne l'est déjà. Sa cruauté n'est que le symptôme de la maladie qui nous infecte tous. Les habitants ici méritent mieux que ce que cette vie leur a donné. En mon absence, Belle Rêve est à vous. Les registres vous montreront la voie. Faites-en un endroit meilleur que celui que j'ai laissé. Faites-en un lieu où un bon cœur n'est pas prisonnier. Pardonnez-moi pour la vie que je n'ai pu vous offrir et pour celle que j'ai choisie à la place. La lettre était sa bénédiction. C'était sa permission, son mandat. Elle affermit sa détermination, transformant sa réaction au secret de son mari en un partenariat avec son dessein. Elle porta le fragile papier à ses lèvres, le faible parfum de son mari, d'encre, de tabac et de cuir, comme une dernière caresse fantomatique. Son chemin était désormais clair. Elle ne protégerait pas seulement son secret, elle honorerait son dernier souhait. Elle deviendrait véritablement la maîtresse de Belle Rêve, et depuis l'intérieur du ventre de la bête, elle commencerait à la démanteler. Quelques mois s'étaient écoulés depuis la découverte de la canne, des mois où les saisons avaient tourné et la plaie brute de la disparition s'était transformée en une légende locale. Éléanore choisit un matin clair et vif pour se rendre à Natchez. Elle voyageait dans le carrosse principal, assise droite et seule, les mains calmement posées sur ses genoux, vêtue d'une robe grise foncée et modeste. Elle n'était plus l'épouse frénétique et en deuil que la ville avait connue. La femme qui arriva au bureau du shérif était posée, son objectif un bastion calme et indestructible autour d'elle. Le bureau du shérif Brody était un petit espace étouffant et poussiéreux, empreint de l'odeur de cigares rassis et de vieux papiers. Il se leva à son entrée, une expression de surprise lasse sur le visage. Il ne s'attendait pas à la revoir. « Madame Mallory », dit-il en désignant une chaise en cuir usé. « C'est une visite inattendue. » Éléanore inclina la tête, refusant la chaise. Elle préférait rester debout pour le rencontrer à ses propres conditions. « Shérif, je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Je suis venu faire une déclaration finale concernant mon mari. » Brody s'appuya contre son bureau, les bras croisés. Il l'observa, notant l'absence de larmes, la clarté constante dans ses yeux. Ce n'était pas la femme qui l'avait réconforté dans le somptueux salon de Belle Rêve. « Je suis venu accepter ce qui s'est passé, » déclara Éléanore, la voix posée et dénuée d'émotion. C'était une performance d'une vie, et elle ne faillirait pas. Mon mari, comme je vous l'ai dit, n'était pas dans son bon sens. Sa mélancolie était plus profonde que je ne le pensais. Je crois qu'il a erré dans le marais pendant l'orage et a été emporté par la rivière. C'est une tragédie, mais je dois maintenant l'accepter. Elle fit une pause, laissant les mots se déposer dans l'air poussiéreux. Quant à l'esclave, Daniel, il semble clair qu'il a profité de la confusion de cette nuit pour fuir. Je ne vois aucune preuve de crime, aucune raison de croire qu'il ait joué un rôle dans le destin de mon mari au-delà de son propre opportunisme égoïste. Par conséquent, je souhaite que l'enquête soit close. Elle porta le coup final crucial. J'ai donné instruction à mon avocat de lancer la procédure pour faire déclarer mon mari légalement décédé. Il est temps que Belle Rêve avance. Le shérif Brody resta silencieux un long moment. C'était un homme qui traitait des faits, des preuves, de la logique brutale et simple du crime et de la punition. L'histoire d'Éléanore était plausible, bien ficelée. Elle recollait tous les fils épars. Et pourtant, en regardant la femme devant lui, la force inflexible dans sa posture, il sentit une histoire bien plus profonde et complexe que celle qu'elle racontait. Il sentit le poids silencieux et immense de tout ce qui restait tu. Il avait été shérif assez longtemps pour savoir que certaines vérités n'étaient pas destinées à ces registres, que certains mystères valaient mieux être laissés au murmure du temps. Il hocha lentement la tête, résigné. « Comme vous le souhaitez, Madame Mallory, dit-il, sa voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. C'est une tragédie, assurément. Certaines choses, je suppose, n'étaient jamais destinées à être pleinement comprises. » Il la regarda tourner les talons et partir, le dos droit, les pas mesurés. La porte se referma derrière elle et le bureau sembla plus sombre, la poussière dansant dans les rayons du soleil, semblant soudain être les cendres éparpillées d'une histoire qu'il ne lirait jamais. Le nouvel ordre à Belle Rêve n'arriva pas comme une tempête, mais comme une marée lente et silencieuse. Tout commença avec le départ d'Elias Thorn. Il ne dura pas un mois sous le règne d'Éléanore. Privé de son fouet et de son autorité absolue, il était un roi sans couronne, son pouvoir neutralisé.
Il s'irritait de ses ordres calmes et inflexibles, de son insistance sur des heures de travail justes, de ses vérifications discrètes de ses demandes de fourniture. La confrontation finale eut lieu dans le bureau de la plantation, où il l'accusa d'être folle de chagrin, de mener la plantation à sa perte avec ses notions féminines et douces. Eleanor l'écouta simplement, le visage impassible, et lorsqu'il eut terminé sa tirade, elle glissa son dernier paiement sur le bureau. « Vos services ne sont plus requis, monsieur Thorne, dit-elle, sa voix froide et définitive comme un matin d'hiver. Il partit dans un tourbillon de fureur impuissante, son départ regretté par personne. À sa place, Eleanor n'engagea pas un autre contremaître. Elle promut plutôt l'un des hommes esclaves plus âgés et respectés pour agir comme chef de chantier, et dans un geste qui fit sensation dans la société locale des planteurs, elle commença à embaucher des travailleurs noirs libres pour travailler aux côtés de la population esclave. Ils recevaient un salaire juste, un logement correct et étaient traités comme des employés, non comme des biens. Les lignes, autrefois si nettes et brutales, commencèrent à s'estomper. Un champ de coton était désormais cultivé par des mains asservies et des mains libres. Une expérience silencieuse et radicale, à la fois nécessité pratique et déclaration philosophique profonde. En utilisant le sens financier qu'elle ignorait posséder, et guidée par les connaissances secrètes des registres de Thomas, Eleanor commença à manier les profits de Belle Rêve comme une arme contre le système qui les avait produits. Elle fit des voyages discrets à Natchez, rencontrant un avocat Quaker posant peu de questions. Avec l'argent des récoltes de coton, elle acheta progressivement la liberté des esclaves les plus âgés et infirmes, considérés comme ayant peu de valeur. Elle le fit discrètement, un par un, organisant leur transport vers le nord grâce au réseau silencieux de l'avocat. Belle Rêve restait une plantation, un lieu de servitude. Mais sous son commandement, elle devenait autre chose. Un lieu de transition, un démantèlement lent et secret d'un empire de l'intérieur, guidé par le fantôme du dernier souhait de son mari. Dans les tavernes et salons de Natchez, la vérité de Belle Rêve fut perdue, remplacée par une fiction plus romantique et hantante. L'histoire de la disparition de Thomas Mallory devint un récit local de fantômes, une histoire racontée autour du whisky lors de nuits d'orage. La réalité complexe et courageuse de deux hommes planifiant une fuite désespérée vers la liberté fut réduite à une fable surnaturelle simple. On dit que les nuits où la lune est absente et qu'une tempête approche, disait un marchand, la voix basse et théâtrale à un public dans une taverne enfumée, on peut encore les voir dans les champs Mallory. Deux grands fantômes marchant parmi les roses, côte à côte. Un autre homme, un fermier aux mains noueuses comme des racines, ajoutait, nain est le maître, Thomas Mallory lui-même, ses beaux habits tout en lambeaux. L'autre est l'esclave qui l'a assassiné, celui qu'ils appellent Daniel. On dit que le diable a lié leurs âmes ensemble comme punition pour ce crime. La légende grandit à chaque récit. Certains prétendaient entendre le léger tapotement rythmique d'une canne fantomatique sur la terre humide. D'autres juraient avoir vu l'éclat de sa tête en or et les éclairs dans le ciel. Le récit public se solidifia, une fiction qui, de manière ironique, protégeait le plus profondément la vérité. Les deux ombres n'étaient plus des hommes. Elles étaient des fantômes. Leur acte révolutionnaire d'espoir s'était transformé en une sombre histoire de meurtre et de damnation éternelle. Le monde, incapable de comprendre l'alliance entre maître et esclave, avait créé une histoire qu'il pouvait comprendre. Une histoire qui renforçait sa propre logique brutale, laissant la véritable vérité dangereuse reposer en paix, connue seulement d'une femme silencieuse sur une plantation isolée et d'une vieille femme dans les quartiers, qui connaissait la vérité sur un bon cœur prisonnier d'un monde cruel. Un an jour pour jour après que Thomas eut disparu dans le crépuscule, Eleanor était assise sur la véranda, dans le même fauteuil en osier où elle l'avait regardé pour la dernière fois. L'humidité oppressante de cette vieille soirée avait disparu, remplacée par l'air doux et parfumé d'un crépuscule d'automne parfait. Elle regardait les champs de coton, un paysage qui avait autrefois symbolisé sa prison, mais qui était désormais le théâtre de sa guerre silencieuse. Le travail de la journée était terminé, et les champs étaient calmes, paisibles. Sur ses genoux, ses mains tenaient une seule feuille de papier, une lettre arrivée ce matin-là. Elle n'était pas venue par la poste officielle. Elle avait été remise par un travailleur libre qu'elle avait embauché des mois auparavant, un homme discret et digne de confiance, qui la lui avait tendu d'un regard complice avant de disparaître. Le papier était usé, froissé, assoupli par un long voyage passé de main secrète en main secrète. Il n'y avait ni adresse de retour, ni formule de salutation. Il contenait seulement 3 mots écrits dans une écriture familière et élégante qui fit battre son cœur d'une douleur douce amère. Ils sont libres. Une vague de soulagement profond, presque douloureuse, la submergea. Ce n'était pas la joie folle d'une victoire, mais la satisfaction silencieuse et intense d'une promesse tenue,
d'une dette enfin honorée. Thomas et Daniel avaient réussi. Leur plan désespéré, fou et juste avait porté ses fruits. Son année d'attente silencieuse, de gestion de la plantation, de guerre secrète, n'avait pas été vaine. Le sacrifice en avait valu la peine. Elle ferma les yeux, laissant enfin couler les larmes, non pas de chagrin, mais d'une libération profonde et cathartique. Le soleil couchant jetait une dernière lueur dorée sur les champs, couleur de l'espoir, couleur de la canne à tête dorée qui avait tout déclenché. En regardant vers l'horizon, vers la lisière sombre des arbres au bout du monde, elle aperçut deux silhouettes au loin, marchant ensemble. C'étaient sans doute deux travailleurs des champs, un père et son fils, rentrant après une longue journée. Mais, pendant un instant, dans la lumière déclinante, elle se permit de les voir autrement. Elle vit deux grandes ombres se mouvant non pas comme des fantômes liés par un châtiment, mais comme des hommes libres, épaules droites, pas assurés, marchant ensemble vers le soleil couchant, vers un avenir qu'ils s'étaient approprié. La légende était pour le monde.